Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sans crainte d'être démenti, on est tenté une nouvelle fois de dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge tant que les processus de pacification de notre pays, processus en cours, fragile et difficile, restent menacés, comme c'est encore le cas aujourd'hui, à partir de l'Est et précisément du Nord et du Sud Kivu. Bukavu et les environs, vous le savez, sont de nouveau à feu et à sang. Le sang congolais, une nouvelle fois, a coulé et coule encore à Bukavu et dans les environs. On parle, d'après des informations émanant des sources diverses, de la rébellion des dissidents de l'armée, la nouvelle armée en gestation. On parle également des exactions entre communautés sur place dans les Sud Kivu. Et à l'heure qu'il est, une délégation gouvernementale est partie de Kinshasa, la tête de laquelle se trouve être le vice-président Azarias Rouberois, pour ne pas le citer, en charge de la sécurité, défense et politique, y compris des députés et des sénateurs et d'autres membres du gouvernement pour tenter de rétablir l'ordre, la sécurité et la quiétude dans la région. Dans l'entretemps, la MONUC, les responsables de la MONUC et à Goma et à Bukavu demandent avec insistance et toute affaire cessante aux autorités gouvernementales à Kinshasa d'assumer leurs responsabilités afin de préserver les processus de paix qui doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'organisation des élections générales l'année prochaine, autour de juin 2005. Mais autour de tout ça, c'est cette question récurrente qui revient encore sur les lèvres congolaises. À qui profite à chaque fois des maîtres du désordre comme ça en République démocratique du Congo, de faire couler le sang des Congolais à chaque fois. Sur le plateau des Nouvelles Donnes ce soir, nous avons invité, et comme vous l'avez souvent demandé, et vous le demandez à chaque fois qu'il y a des événements pareils, Maître Théodore Ngoy, président des Ségistes, qui est une organisation non gouvernementale des droits de l'homme qui s'occupe, qui se charge de lutter contre toute forme d'injustice en République démocratique du Congo. En attendant les conclusions de cette délégation du gouvernement qui est sur place à Goma et dans les heures qui viennent à Bukavu, voici les analyses, les réflexions et les commentaires sur les événements actuels à Bukavu, ou de la part du président des Ségistes dans un instant. Pasteur Théodore Ngoy, bonsoir. Bonsoir. Et avec toujours le même plaisir pour les téléspectateurs de Nouvelles Donnes de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour tenter d'éclairer la religion des Congolais à travers vos analyses sur les événements actuels à Bukavu qui menacent
sérieusement les processus de paix chez nous. Vous présidez, je le rappelle, c'est juste une organisation des droits de l'homme qui lutte contre toute forme d'injustice, et vous avez des antennes presque partout à travers notre pays, et même sur place à Bukavu et dans les environs. Diverses informations circulent. Quelles sont les informations des dernières heures dont vous disposez? Les informations des dernières heures font état d'une tentative d'éjonction des troupes venues du Rwanda via Goma, en passant par Calais notamment et Katana, pour aller prendre la peau de Kavumu, et d'autres qui traversent carrément la rivière Ruzizi ou les lacs par Siangungu pour justement venir renforcer les troupes rwandaises de Bouzi qui sont acculés par les fils de ce pays à la tête desquels vous en avez, vers Mumba et je crois, Mumba. Hein? Et donc, voilà, il semble même qu'on aurait pris l'aéroport. Ça, c'est ce que l'information qu'on m'a donnée le matin. Mais depuis quelque temps, je n'arrive plus à joindre nos antennes. Je ne sais pas si on a coupé pas de communication pour vérifier, pour nous assurer qu'effectivement, il y a une prise de l'aéroport de Kavumu. Parce que ici, on a fait une information controversée. Nous voulions nous en assurer avant de commencer cette émission, mais nous n'avons pas pu joindre nos antennes. Je suppose que les communications doivent être, si pas coupées, mais sinon brouillées pour les besoins de la cause. Alors, Pasteur, une nouvelle fois, comme je l'ai dit en introduction de cette émission, les processus fragiles et difficiles, de nouveau sérieusement menacés à l'est, Bukavu et les environs. Vous pouvez tenter de comprendre pourquoi à chaque fois comme ça. Vous allez même vous demander pourquoi juste au moment où le nouveau gouverneur prête serment et les armes crépitent encore. Vous pourriez vous poser cette question, mais je pense que vous ne devriez pas vous la poser parce que vous êtes un journaliste qui a... Vous allez même vous demander pourquoi juste au moment où le nouveau gouverneur prête serment et les armes crépitent encore. Vous pourriez vous poser cette question, mais je pense que vous ne devriez pas vous la poser parce que vous êtes un journaliste qui s'est efforcé, plus que beaucoup d'autres, en tout cas, de nous inviter pour nous expliquer. Parce que d'autres, comme par exemple la RTNC de notre ami Guy Polongo, refusent de nous laisser parler, de laisser la nation jouir de son droit à l'information. La dernière fois qu'ils ont offert le luxe de m'inviter, après avoir fait une discussion avec la journaliste Nicole Dibambou, je crois qu'il devait me recevoir, et quelques minutes après, on me dit que je dois avoir un certain conseil en audiovisuel pour m'entendre dire qu'il faut enregistrer vos émissions. Bref, je voudrais vous dire que j'honore votre courage et le courage de beaucoup de journalistes congolais qui ne veulent pas se laisser attraper par la cécité journalistique, historique et politique pour ne pas dire ce qui se passe réellement et donc contribuer par là à asseoir le plan de partition du Congo qui se fait jour de plus en plus. Je vous ai expliqué que le processus en cours est mal parti dès le départ. Vous avez lu mon livre, L'accord de Sacré Lapin RDC. Nous avons dit que les faits ont été mal qualifiés. Mal qualifiés parce qu'il s'agit d'une agression et d'une occupation du Congo, mais on parle d'une rébellion. Il n'y a jamais eu de rébellion au Congo. Le MLC, le RCD et tous les autres fractionnements n'ont jamais été des rébellions. Les 2 août, nous avons été agressés par le Rwanda, l'Ouganda et même par le Burundi. Et le Rwanda, notamment, a créé le RCD. Le rapport du panel de l'ONU, dans sa partie additive, vous dit que le RCD est une création du Rwanda qui dépend politiquement, militairement, financièrement de lui. Nous avons dit quand le RCD s'est installé ici au travers de Bizimana, qui est le véritable maître à penser, le véritable chef des Rouberois, qui n'est qu'un instrument. Rouberois est tout simplement
en train d'obéir aux ordres de Kagame via des gens comme Bizimana ou Nyarugabo. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir comment ces deux personnalités s'adressent à Roberoi, qui est pourtant vice-président de la République. Donc, le cheval de Troie fait bien son travail, c'est le RCD. Et actuellement, on est en train de dire, c'est une des informations d'ailleurs, qu'il s'agit des dissidents de l'armée nationale congolaise contre les éléments de l'armée régulière. C'est déjà une des informations. Vous avez appris que Mutebouzi et les siens ont voulu traverser les frontières congolaises pour retourner au Rwanda. Le droit international dit que la nationalité est une question de communauté d'intérêt, des sentiments, d'émotions. Eux, c'est les Rwandais qui les intéressent. Pourquoi voulaient-ils se rendre au Rwanda? Non seulement parce que c'est leur pays qui vous leur gagne, mais aussi, ils savaient que Moussa Mabé et ses hommes s'opposeraient à leur départ parce qu'ils sont supposés de l'armée, être éléments de l'armée congolaise. Mais sachant que Moussa Mabé allait réagir, ils ont voulu, au moment où il y a réunification, disons, du point de vue théorique, par la prestation des serments des nouveaux gouverneurs, ils veulent montrer par là que vous perdez votre temps. Moussa Mabé allait réagir et eux, ils allaient passer à leur plan, à la réalisation de leur plan, savoir se servir de ces prétextes pour occuper davantage militairement le Kivu, conformément à leur plan de transfert tranquille, de militarisation du Kivu ou d'occupation militaire du Kivu. Et vous avez vu qu'il y a des renforts, la Monique parle de 1000 personnes, bon, nous savons que c'est plus que ça. Et il y a Kunda, il y a Chiribanya qui avait été suspendu, il y a même, je crois, je ne sais pas moi qui est encore là, qui sont en train de venir vers, ils ont pris Katana, ils ont festoyé, et ce matin, comme je vous le disais, on m'a appris qu'ils ont pris l'aéroport de Gabon ou d'autres demandes. Comme nous sommes des gens objectifs, nous restons sur ce conditionnel. D'après la Monique, mais ce qui est vrai, c'est que l'aéroport de Kavumu serait sécurisé par elle. Bon, nous espérons. L'armée régulière qui est commandée par le général Moussa Mabé se serait retirée de l'aéroport. Voilà. Mais pourquoi cette armée régulière serait-elle contrainte de se retirer de l'aéroport? Et pourquoi cette armée régulière, disait par Moussa Mabé, a été empêchée de prendre d'assaut Nguba et Mumba, sous le prétexte qu'il y aurait les installations de la Monique là-bas? C'est pour donner du répit aux insurgés qui attendaient que les autres troupes viennent faire jonction avec eux. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc le plan est en marche. Nous avons toujours dit ça depuis très longtemps. Et nous avons toujours relevé le fait que les ressortissants rwandais, qui par le fait des accords abracadabrantesques, sont regardés paradoxalement, contrairement au droit international, sur la nationalité, on disait la Convention de Vienne de 12 avril 1900, de la Convention de la Haye de 12 avril 1930, lisez la jurisprudence de la Cour internationale de justice, et lisez les droits congolais internes et l'histoire congolaise. Ces personnes, même si aujourd'hui on se disait non, reconnaissons-les comme des Congolais, reconnaissons-les comme des personnes ayant la nationalité congolaise, leur comportement n'étant pas à recréer ou à normaliser la gestion de l'État congolais. Mutebouzi était bien commandant adjoint de la région militaire. Il a agressé Nadiolo. Le chef de l'État, au lieu, en tant que commandant suprême des forces armées, d'assumer ses responsabilités, de peser de tout son poids, d'exiger de la communauté internationale qui a défendu ces Mutebouzi et les majors Kasongo, auteurs de la détention, détenteurs des armes de façon illégale et des cache-d'armes. Il devait peser de tout son poids pour empêcher que Mutebouzi aujourd'hui fasse ce qu'il est en train de faire. Attendez, avant d'aller plus loin, sur ce point, puisque vous citez les cas du major Kasongo, qui en son temps avait fait couler beaucoup d'encre et des salives, aujourd'hui relayé par un autre cas, le colonel Gilles Mutebouzi, le chef de l'État venait de réagir par son porte-parole pour dire notamment que par rapport à tout ce qui se passe là, que la justice congolaise devra travailler, faire son travail, et de telle sorte que les auteurs de ces événements qui font couler les sangs. D'abord,
je tiens à le dire, très sincèrement, il y a des matières où on ne fait pas intervenir un porte-parole. La situation est très grave. L'État congolais est de plus en plus émietté. La réunification est mise à mal. Le processus est freiné délibérément par le RCD rwandais. Le chef de l'État devrait, ne serait-ce que pour ça, mais aussi pour les morts congolais, les civils qui meurent, les militaires qui sont en train d'exposer leur vie pour sauvegarder les intérêts vitaux du pays, devrait s'adresser à la nation, devrait parler au peuple congolais. Vous voyez Laurent Désiré Kabila envoyant un porte-parole pour dire ça, ou Lumumba. Bon, le moment venu le fera, mais déjà, le fait qu'il réagisse tout de suite par la bouche de son porte-parole. Je répète, il y a des matières pour lesquelles on envoie des porte-paroles, il y en a d'autres pour lesquelles on n'envoie pas un porte-parole. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le président de la République m'inquiète, moi, en tant que président, c'est juste, ayant accepté de m'associer à un moment donné de notre histoire au gouvernement, justement parce que personne du gouvernement n'osait s'exprimer à sa cité sur cette question de nationalité. J'ai pris le courage de le faire, sachant que d'autres avant moi l'ont fait, comme Kassavoubou, la conférence nationale souveraine, etc. Lumumba, Kassavoubou est déjà mort, mais ceux qui étaient à la conférence nationale, ils ne sont pas morts, ils ont tourné kazakh, simplement, ils ont changé pour des raisons politiciennes. Mais nous avons un idéal. Et pour cet idéal, nous sommes prêts à sacrifier tous les intérêts que les autres voudraient préserver. S'il faut que tout le monde nous haïsse et nous rejette, nous accuse injustement, au nom de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais nous avons un devoir de mémoire, un devoir de responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Le peuple congolais est en train de périr à Bukavu. Ceux qui meurent à Bukavu et ailleurs sont des Congolais. Ce qui est menacé ici, c'est l'intégrité territoriale. Et j'ai le devoir, en tant que citoyen, me fondant sur la Constitution, d'en appeler à plus de responsabilité de la part du chef de l'État actuel, qu'il soit là, dans les circonstances où il est devenu président de la République, mais il est président de la République, jusqu'à ce que nous puissions nous doter d'un président élu. Il doit assumer ses responsabilités. Moi, je pense qu'il n'est pas en train de le faire comme il se devait. Déjà, vous vous souvenez, nous, c'est juste, on a fustigé le fait que Moutebouzi soit resté, quoique suspendu, mais soit resté en liberté. Donc, voilà les résultats aujourd'hui. Il est en train de menacer la paix, de menacer les fragiles processus de normalisation et de réunification. Et Niabiolo a été ramené ici, Bouzama-Bé est là, tant mieux, il fait bien son travail, mais il n'a pas été renforcé jusqu'à présent. Qu'est-ce que les gouvernements attendaient pour envoyer des renforts pour permettre à Moutebouzi, et plutôt à Bouzama-Bé, de poursuivre, comme le disait Laurent Désiré Kabila, de poursuivre les insurgés jusque chez eux. Une question. Alors que Kagame, de l'autre côté, le président Kagame, voyez un peu le contraste. Le président Kagame se permet de dire nous irons au Congo aussi au vu de tout le monde. Il est en train de le faire. Nous aimerions aussi que le président de la République tape du poing sur la table. Il a beaucoup cédé, tout le monde est d'accord avec lui, mais nous ne comprenons pas qu'il continue toujours à agir un peu de façon tardive. Le président de la République est très soucié du processus de la paix qui doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'organisation des élections. C'est ça qui les préoccupe tant, et à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, comme pour tenter de faire capoter les processus. Donc vous voulez dire, ce qui l'importe, lui, ce sont les élections, qu'importe les morts. Et il essaie de... Qu'importe l'occupation du pays, qu'importe les feux pour que ces gens-là qui sont prêts je vous rappelle, à faire capoter les processus n'aient pas l'occasion de le faire afin de permettre le processus d'aller jusqu'à son terme à l'organisation des élections. Mais je vous rappelle, juste une question, je vous rappelle oui, que cela n'a pas empêché que des collaborateurs de Nabiolo soient tués. Et on n'en a pas parlé, on n'en a pas fait cas. Il n'y a pas eu un deuil national. Ça n'a pas empêché maintenant qu'un juge, un juriste, un magistrat soit tué avec beaucoup d'autres. Ça n'a pas empêché que des expatriés et même des Congolais soient violés. Hein? Donc, nous ne pouvons pas toujours mettre ça sur le compte d'une stratégie que nous ne comprenons pas du président de la République. Nous avons le devoir de le réveiller. Alors, juste une question pour évoluer, Pasteur. Vous avez évoqué tout à l'heure
le cas de la MONUC, moi j'ai entendu dire les responsables de la MONUC à Bukavu, non plutôt à Goma, insister sur le fait que le gouvernement de transition à Kinshasa doit prendre ses responsabilités afin d'éviter les dérapages qu'on est tenté de faire, d'installer à Bukavu pour préserver les processus en cours de paix, d'aller jusqu'au bout. D'après vous, ça veut dire quoi? Même si, entre-temps, la MONUC lance une sorte d'ultimatum à toutes ces forces présentes actuellement à Bukavu et dans les environs, quiconque tenterait de pénétrer dans les périmètres tracés par la MONUC, et tout de suite la MONUC devrait agir sous le chapitre 7. Comment vous analysez c'est fait d'abord la MONUC qui demande au gouvernement de la transition d'assumer ses responsabilités et en même temps lance cet ultimatum d'agir sans tarder sous le chapitre 7. D'abord, que la MONUC se mette à dire que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, c'est que la MONUC a observé que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Et donc, vous me donnez raison lorsque je m'adresse en tant que président de ces juges directement au président de la République. Ce n'est pas pour l'offenser, ce n'est pas pour manquer de considération. Je considère que dans tous les pays du monde, les chefs d'État, et en particulier dans notre pays, même s'il est garant au de la regard nation, de mais la quand même, Constitution, c'est une affaire du gouvernement, il y a un gouvernement. c'est lui le chef du qui est en gouvernement. place. Je pense non? que vous savez, c'est lui le chef du gouvernement. C'est lui le vrai coordonnateur du gouvernement. Donc, c'est à lui d'assurer le leadership nécessaire, que demande d'ailleurs l'accord global inclusif. Leadership nécessaire, en l'occurrence, d'une part, pour canaliser toutes les forces vives de la nation, mobiliser, si vous voulez, toutes les forces de la nation, déterminer les institutions de l'État à jouer leur rôle, notamment l'armée, si vous voulez, renforcer le moral de l'armée, donner des renforts qu'il faut, prendre les mesures qu'il faut, faire jouer aux différentes institutions leur rôle. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que l'armée dont on parle, de la réunification, il n'y a que l'état-major général qui a été réunifié, et puis les commandements militaires des régions, mais au niveau des troupes, ça n'est pas encore fait. Mais il y a la MONUC qui a tout le moyen, toute la logistique, et qui a le pouvoir, au regard du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le pouvoir aujourd'hui d'agir pour mettre fin à ce qu'on appelle dissidence, qui n'est pas une dissidence, qui est une insurrection armée du Rwanda, chez nous. Ce sont des Rwandais, les Hutus, sont des Rwandais. Ce sont des sujets rwandais qui sont installés chez nous grâce à des accords, comme je l'ai dit, abracadabrantesques. Et ces Rwandais qui sont installés chez nous ont pris des armes, et si par impossible on les regardait comme des Congolais, ils ont porté atteinte, n'est-ce pas, aux intérêts juifs. Et puisque nous sommes dans un contexte de normalisation, de pacification après la guerre, il y a l'accord global inclusif qui a installé des cadres vice-présidents et des individus venus de toutes parts qui n'ont pas nécessairement la crédibilité et la compétence qu'il faut, qui sont ministres, qui sont ici ou là, et des éléments étrangers qui sont des Rwandais qui sont là. Donc la situation est telle que le président de la République n'a pas objectivement tous les moyens de contrôle de la gestion du pays. Mais en tant que président de la République, il peut justement jongler là-dedans pour obtenir notamment et principalement d'ailleurs de la MONUC pour renforcer ce qu'il a encore comme armée pour pouvoir rétablir l'ordre. Ou bien on est chef de l'État, ou bien on ne l'est pas. Ou bien on est ministre, ou bien on ne l'est pas. C'est pourquoi ceux qui exercent ces fonctions sont généralement des gens qui sont de l'ordinaire. On ne met pas un homme ordinaire à la tête d'un pays, on ne met pas un homme ordinaire comme ministre. Il faut que les gens fassent preuve d'un courage particulier, de subtilité, de capacité. Vous comprenez? Si aujourd'hui on célèbre en France des gens comme De Gaulle, ils ont su jouer
au milieu des forces centrifuges, centripètes, au milieu d'intérêts divergents, ils ont su jouer pour préserver l'intérêt de leur nation. En tout cas, c'est ce que le général-major Joseph Kabila est en train de nous prouver depuis qu'il est à la tête du pays. Mais quand même, la MONUC Vous êtes qui sincère, demande... vous êtes sincère dans ce que vous dites là, M. Kalonga? Oui, j'assume ce que j'ai dit. La MONUC qui demande quand même au gouvernement, sachant les faiblesses, qui est en processus de réunification, mais qui demande quand même au gouvernement de s'assumer et de prendre ses responsabilités. Ça cache quoi, ça? C'est indécent, mais c'est aussi vrai. Indécent parce que la MONUC sait très bien, quand je parle de la MONUC, je vois l'ONU. C'est pas la MONUC, c'est une force de... qui a pourtant été renforcée et en hommes et en matériel. Bien sûr. Depuis... Mais souvenez-vous, le Congo était sous sécession, on avait l'ONU ici qui jouait toujours le même jeu. Donc la MONUC, c'est l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, ce sont les puissants qui ont armé les Rwandais pour pouvoir insécuriser le Congo, réaliser les statuts, c'est-à-dire tuer l'État, l'affaiblir pour mieux l'exploiter. Et en même temps, le génocide est en train d'être réalisé. Plus de 3 millions de Congolais dispersés, tués, etc. Et donc, la MONUC agit de façon... pour moi, je considère que cette réaction est intéressante parce que la MONUC n'ignore pas que le Congo est affaibli par l'accord global inclusif, totalement affaibli. Et que le président de la République, il doit justement faire preuve de ressources particulières pour pouvoir agir dans ce contexte. Et, à mon avis, il devrait réexaminer un peu son entourage pour pouvoir se doter d'autres compétences. Absolument, je crois que la plupart des faux pas que j'ai vus, faux pas en ce qui concerne la nomination dans la territoriale, l'avis à la Cour suprême de justice, avis qui a été donné mais dont on n'a pas tenu compte. Finalement, après avoir fait couler beaucoup d'encre, pour rien. La lettre adressée au Parlement, pour rien également. Même la lettre adressée au pénal international, alors que c'est elle-même qui avait demandé des avis. Donc il y a un certain nombre de dossiers qui me semblent... Vous êtes en train de vous dont la gestion, dont la gestion commande qu'on revoie un peu cet entourage-là, et en particulier ce qui se passe maintenant. Parce que ce qui se passe maintenant procède d'une mauvaise gestion, ou bien d'une absence de gestion prospective de ce qui s'est passé, notamment avec la découverte des caches d'armes. Parce que Moutebouzi aujourd'hui prouve que la gestion n'a pas été prospective. Parce que si la gestion avait été prospective, Moutebouzi ne serait pas là, en train de narguer et la communauté internationale, en particulier l'armée congolaise. Moutebouzi a agressé le commandant de la division de Nabiolo, qui est en vie aujourd'hui par la grâce de Dieu, et dont les collaborateurs sont morts. Mais comment cet homme est en liberté? Qui est le commandant suprême des forces armées? N'est-ce pas le général-major Joseph Kabila? Mais vous voulez qu'on parle de qui? Nous, on ne peut pas, on n'est pas. On regrette beaucoup, on doit s'adresser à celui qui est le commandant suprême des forces armées, le chef de l'État et le chef du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas un premier ministre ici. Vous n'êtes pas sans savoir. Les vice-présidents ne sont pas des premiers ministres. Ils sont à la limite Vous n'êtes pas sans savoir que dans les contextes politiques actuels, par rapport à l'accord global et inclusif, même si vous avez insisté sur les leaderships nécessaires, il y a un leadership plutôt au sein de l'espace présidentiel et que les décisions se prennent de façon concertée sur toutes les grandes questions qui intéressent la vie de la nation. Mais la question est de savoir... Excusez-moi. Oui. Si vous voulez me laisser aller au bout de ma question, la question est de savoir pourquoi justement, par rapport à l'analyse que vous faites à l'instant, puisqu'on parle des dissidences au sein de la nouvelle armée, il y a des officiers comme ça, comme les colonels Moutebouzi dont vous parlez, et même le colonel Kasongo et un autre qui serait le général Nkunda, qui seraient en divagation
dans la région, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et qui ne se reconnaissent pas du reste de l'armée et même des autorités gouvernementales à Kinshasa. Bon, d'abord vous parlez de concertation, ensuite je vais revenir à ça. Moi je rappelle que le processus est assez délicat. Si le président de la République s'en tenait à toutes les exigences constitutionnelles et de l'accord global inclusif, ben, il serait paralysé. Moi j'ai dit il faut beaucoup de subtilité, il faut beaucoup de doigté, il faut qu'il lise, n'est-ce pas, de ressources particulières pour s'en sortir. Parce que par exemple, quand les événements, non, s'il vous plaît, quand les événements éclatent à Bukavu, moi j'ai pas besoin de prendre les gants pour parler du président de la République, j'ai pas besoin de les flatter. Je ne l'aiderai pas si je l'ai flatté. Donc, je vous informe que j'ai tenté hier de rencontrer le président de la République pour lui dire ça. Comprenez? Donc, je dois assumer mes responsabilités. Parce que j'estime qu'en tant que citoyen de ces pays, leader d'opinion, ayant la confiance de beaucoup de Congolais, énormément de Congolais. Je viens de l'extérieur, je viens de participer au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. J'ai rencontré énormément de Congolais. Et qui me disent, il ne faut pas arrêter de parler. Vous, au moins, vous parlez. J'ai dit, je ne parlais pas pour vous. Je parle parce que je crois que la parole nous a été donnée par Dieu pour créer ce qui n'existait pas. Dieu dit et la chose fut. Donc, si nous ne parlons pas, personne ne parlera pour nous, on nous prendra pour des imbéciles et l'histoire nous jugera. Et donc, j'ai les devoirs, moi, de faire ce que je fais là. Et donc, je vous informe que j'ai tout fait hier. Je ne suis pas un thème du président lui-même qui sait que j'essaie de le rencontrer, notamment pour lui expliquer ça. J'ai dit donc, quand j'insiste sur le président de la République, c'est parce que les institutions telles qu'elles fonctionnent maintenant ne lui permettent pas d'agir comme aurait agi un président qu'il était avant l'accord global inclusif. Alors, il faut donc des ressources. Prenez quand les événements éclatent. Quand les événements éclatent, où est le bureau pour faire la concertation? Il est injoignable. Ça a été écrit dans les journaux ici. Injoignable. Donc le vice-président chargé de la politique et de la sécurité de l'armée n'était pas joignable par le président de la République. D'après ce que nous avons lu dans les journaux. Il se serait trouvé en ce moment-là à Bujumbura, non loin du lieu où était agressé le Congo par ses troupes. Ce sont des éléments, il faut les rappeler, du RCD. Ceux qu'on appelle des dissidents, des éléments du RCD, pour la plupart des Rwandais, dont Moutebouze. Et moi, je préfère qu'on ne parle pas de dissidents, qu'on parle de ces sujets, qu'on parle de l'armée régulière rwandaise. Les troupes dont on parle, les Kunda, les Chiribani, ils viennent d'où? Même si parmi eux, il y a quand même des Congolais qui se sont quand même vendus. On a eu des collabos au temps de l'occupation française et de l'occupation allemande, et de l'occupation de la Belgique ou de la France par les Allemands. Donc c'est normal, tous les peuples du monde sont les mêmes. On a vu un peuple acclamer le maréchal Pétain, et peu de temps après acclamer De Gaulle. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des Congolais qui s'associent aux Rwandais. Mais ce n'est pas pour autant que l'insurrection devient congolaise. Elle n'est pas congolaise, ils sont des Rwandais. La preuve, c'est qu'ils voulaient se rendre au Rwanda. Pourquoi? Ils ne voulaient pas aller à un autre endroit du Congo, ils voulaient se rendre au Rwanda. Donc, les insurgés sont en train de réaliser. Donc, les insurgés sont en train de réaliser des objectifs qui sont en rapport avec les Rwandais. Et donc, pour nous, la gestion de ces dossiers devrait amener les autorités actuelles, en premier lieu le président de la République, à hausser le ton, à ne pas nous laisser insulter tout le temps par les Rwandais, qui sait très bien qu'il n'y a aucun principe de droit international qui permet aux Rwandais, pour des allégations de sécurité, d'occuper le Congo. Il n'y en a aucun. Mais il faut se faire entendre par les conseils de sécurité. Il faut savoir se faire entendre par les conseils de sécurité, savoir se faire entendre par la communauté internationale. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais à Nantes entre le 15, je suis parti le 17, parce que je suis parti en retard, du 17 au 20. J'étais à Nantes. Il y a eu le tout premier forum mondial de droits de l'homme. Et là, j'ai découvert une invitation, je crois, de l'organisation appelée Cosmos, dirigée par un Congolais. Je ne sais pas si je n'ai pas pensé sortir l'invitation. Il doit être quelque part dans le document là. J'allais vous donner exactement le nom de la personne. C'est Cosmos, qui organise une conférence à laquelle devait participer d'ailleurs votre confrère journaliste congolais de RFI. Et comment il présente le sujet? Il dit qu'ils vont discuter autour du fait que le Rwanda
pour des raisons de sécurité, occupe le Congo, parce que le Congo a des intérêts. Moi, je l'ai appelé tout de suite parce que j'ai vu le numéro. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes Congolais et vous écrivez ça? Le Congo n'est pas occupé parce qu'il y aurait des intérêts à moi. Les intérêts à moi ont été amenés par la communauté internationale ici, en 1994. Et Kagame a refusé. Le gouvernement Congo a tout fait pour envoyer ces intérêts à moi. Par ailleurs, le rapport du panel a déjà révélé que d'autres intérêts à moi sortent des prisons et envoyés par Kagame ici au Congo. Et vous, Congolais, vous écrivez ça. Voilà comment est-ce que les Congolais agissent. Oh non, je ne vais pas prendre position. Je dis, vous devez prendre position, monsieur. C'est votre pays. Et je suis intervenu dans les forums pour démontrer, parce que l'un des thèmes du forum, c'était la pauvreté comme violation des droits de l'homme. Et puisque la pauvreté est devenue comme l'inhibition des opportunités, je leur ai dit, mais il n'y a pas pire manière d'inhiber les opportunités que d'occuper un pays et de rendre son peuple pauvre. C'est ce que fait le Rwanda. Le Rwanda occupe le Congo en vertu de quel principe du droit international? Condamner, monsieur, la présidence du Rwanda au Congo. Mais c'est ce que nous attendons de nos autorités. Le Rwanda fait passer les messages dans toute la communauté internationale que, attention, nous sommes Tutsi Congolais, nous sommes Banyamulenge, nous sommes menacés d'extermination, il y a des extrémistes au Congo. C'est un faux message, c'est un mensonge qui est en train d'être accepté dans la communauté internationale. Mais faisons passer un message pour dire il n'y a jamais eu de Tutsi Congolais, il n'y a jamais eu de Banyamulenge, c'est une tribu créée de toutes pièces. Disons un concept créé de toutes pièces par Gisaro. Attendez, laissez-moi. Juste une question, parce qu'on risque de... Je vais me perdre par rapport à ce que j'ai... Il y a une question d'un téléspectateur sur ce point-là. Oui. Parce que vous parlez des Mutebouzi qui tentaient de rejoindre le Rwanda, lui qui est de l'armée, je veux dire, qui est de l'armée congolaise, mais empêché par les hommes du général Moussa Mabé, hein. Mais entre-temps, l'armée rwandaise, d'après les informations qui arrivent de là, est venue au Congo démocratique pour assurer la sécurité de la communauté Banyamulenge. Alors, est-ce que l'armée rwandaise, c'est un téléspectateur qui est... Non, mais attendez. Est-ce que c'est l'armée rwandaise qui doit assurer, qui doit venir au Congo démocratique pour assurer la protection de la communauté Banyamulenge qui serait menacée sur place à Bukavu dans les environs? Bien, merci. Le comportement de ces soi-disant Banyamulenge, vous avez vu les comportements qui sont des Congolais qui doivent être sécurisés par ils ne sont pas l'armée congolaise. Vous venez vous-même de relever le fait qu'ils sont sécurisés par les Rwandais. Pourquoi les Rwandais viendraient-ils sécuriser des gens qui ne sont pas leurs frères? Bizimungu a dit, nous allons accueillir les femmes et les enfants qui sont nos frères. Mais les autres Rwandais vont rester là-bas pour donner une leçon. Bizimungu qui est aujourd'hui en prison, lorsqu'il était président, il a tenu un discours à Tiambungu disant il faut que les Rwandais restent là pour donner une leçon à ces Congolais. Ils nous insultent. Je ne vais pas répondre à ces insultes. Ils nous insultaient. Et donc, le comportement des Rwandais est en train de montrer que même si on leur reconnaissait la qualité des Congolais, leur cœur est au Rwanda. Et c'est là que moi, je m'interroge sur l'attitude du président de la République. Comprenez? Parce que son attitude est très importante et déterminante. Vous dites-il, si vous voulez aider les Rwandais à s'installer carrément ici au Congo, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faudra que le président de la République s'explique. Moi, je répète beaucoup. Je suis très inquiet en tant que Congolais. Je m'inquiète fortement. Parce que la vérité historique, elle est celle-là. Et les autres nous les prouvent. Vous avez vu au Béroua, quand Antoine Bondafa, au Conseil de sécurité, confirmait ce que la MONUC avait déjà affirmé, qu'il y a les Rwandais qui sont là. Enfin, la MONUC se réveille et le reconnaît. Et le Béroua sort pour dire qu'il n'y a pas de Rwandais. Quel intérêt un Congolais, s'il était Congolais, aurait-il à dire, même si par les possibles, c'était pas vrai, il n'y avait pas de... C'était pas vrai, la présence de... C'était un mensonge, il n'y avait pas de Rwandais au Congo. Quel intérêt pour lui aller tenir un discours discordant, un discours cacophonique, qui a empêché le Conseil de sécurité de se décider, lequel Conseil de sécurité n'est pas non plus à approuver dans cela. Parce qu'il ne suffit pas qu'un vice-président tienne un discours discordant, mais il y a un ministre des Affaires étrangères envoyé par le chef de l'État. Vous comprenez? Et donc, c'est pour dire que nous sommes victimes d'une conspiration internationale. Le groupe Béroua se met plutôt à pleurer sur le génocide rwandais
Et ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il l'a fait dès qu'il est venu sur une chaîne nationale ici, une chaîne congolaise. Et donc, son cœur est au Rwanda. Il montre par là, et c'est le droit international qui lui dit que sa communauté des sentiments, d'émotions, c'est au Rwanda. Moutebou se fait rentrer au Rwanda. Et les Rwandais viennent au Congo pour les défendre parce qu'ils sont Rwandais. On voit par là ce que la définition de nationalité rwandaise appelle la possession de l'État rwandais, c'est-à-dire être regardé par les autorités de la population du Rwanda comme étant des Rwandais et se comporter ici ou ailleurs comme étant des Rwandais. Et je vous rappelle que l'arrêté du secrétaire d'État confirmant, si vous voulez, prenant mesure d'application du décret du roi souverain de 1892 sur la nationalité congolaise, hein, il exigeait justement un serment d'allégeance à toute personne qui pouvait demander et obtenir la nationalité d'acquisition congolaise. Parce qu'il était congolais au regard du décret du roi souverain de 1892, celui qui était né sur le territoire congolais d'un père et d'une mère congolais. C'était une décision comme ça, qui était là pour protéger, et ainsi les Belges ont protégé les Congolais jusqu'à l'indépendance. De sorte que même dans la résolution numéro 11 de la table ronde de Bruxelles, on appelle les Rwandais les ressortissants du Rwanda Burundi, habitant au Congo depuis plus de 10 ans. Vous comprenez? Et donc, on leur demandait non seulement de faire un serment d'allégeance, mais aussi de prêter serment pour dire nous ne ferons jamais appel à une troupe étrangère. Lisez l'arrêté de sécurité d'État. Nous ne ferons jamais appel à une troupe étrangère pour nous défendre sur le territoire congolais. Et ça, les droits internationaux les perçoivent. Donc, quand ils font appel aux troupes étrangères, ils ne montrent pas là qu'ils sont congolais. Mais pourquoi le gouvernement congolais n'a jamais fait passer ces messages dans la communauté internationale que nous n'avons pas affaire à des Congolais, mais à des Tutsis venus du Rwanda ou à des ressortissants rwandais, parce qu'il y a aussi des Hutus qui se comportent comme tels. Mais je note qu'il y a des Tutsis qui sont ici au Congo depuis longtemps, qui sont intégrés. Ils sont une infime minorité. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et que bon, les autorités actuelles sont mues par les désirs ou la volonté de favoriser aussi l'intégration, non? Ça, à l'heure de la mondialisation, ça jouerait aussi moi, je viens de séjourner en Belgique, au développement Kalunga. du pays, non? Je viens de séjourner d'avoir aussi des puisque vous en parlez. Je viens de séjourner en Belgique. Les intelligences, non? Je viens de séjourner dans les États Schengen. D'abord, j'ai observé qu'à Schaerbeek, je crois, si je ne me trompe pas, en Belgique, il y a toute une prison. Un lieu que j'ai vu des mesures où on enferme tous ceux qui sont pris en Belgique sans documents réguliers. Ils sont là. Ils sont là, c'est très loin. Il n'y a pas de maison dans les environs. Il y a l'aéroport un peu loin, et puis il y a un grand espace vert. Ils sont isolés là, parce qu'ils n'ont pas de documents à règle pour entrer en pleine mondialisation. Ça, c'est la Belgique. Au retour de la France, je suis revenu par SM. À l'intérieur de l'avion, il y avait un Congolais expulsé de l'Angleterre, amené par 2 flics du royaume de Grande-Bretagne. L'homme, je ne sais pas comment il me connaît. Moi, je suis entré, je venais de Paris, je suis entré dans l'avion. En Belgique, je suis venu par TGV par Thalys. Donc, parce que mon parcours, c'était Nantes. Je suis par Paris. Donc, ils étaient déjà dans l'avion. Je suis monté dans l'avion et l'homme m'a vu, il m'a dit salut Sangai, ça c'est le premier. Le deuxième, pour lequel je suis intervenu à l'aéroport de Chili. Lui, on a constaté qu'il avait un visa Schengen du Portugal, mais il venait entrer par la Belgique. On a trouvé ce suspect, on l'a ramené. Et ceux qui sont à l'aéroport de Chili, de la deuxième, sont témoins, parce qu'il m'a dit, il m'a remis même son argent. Il dit, par contre, j'ai pris son argent, il est venu retirer ici. Et puis, on a dit aux avocats. Je suis intervenu en tant qu'avocat. La DGM, parce qu'on continue à expulser, à renvoyer, à répondre à la frontière. Les États-Unis dont vous parlez, qui fait frontière avec le Mexique, a au moins 10 000 unités qui surveillent les frontières entre le Mexique et les États-Unis. Et ceux qui tentent de tricher sont orientés vers le désert où ils meurent. Il y a même, on m'a même dit que les rivières, c'est un documentaire que j'ai suivi sur une télévision congolaise, et il y a même des rivières qui sont, semble-t-il, intoxiquées ou tombent. Tout ça pour protéger, sécuriser les frontières. En pleine mondialisation, Arnold, qui est devenu gouverneur de Californie, ne pourra jamais devenir président des États-Unis parce qu'il n'est pas américain d'origine. Kissinger, qui a servi l'Amérique, ne deviendra jamais président des États-Unis. C'est en pleine mondialisation. Mais pourquoi chez nous, on veut agir de façon crédule comme ça, dire que, en reconnaissant Bissima, Nakaraobueto, Arubero,
Béro, en leur disant qu'ils sont congolais, ils vont changer de comportement. La preuve, c'est que voilà qu'ils sont en train de. Moi, j'étais à l'intérieur quand les événements ont commencé, j'ai vu le gouverneur qui malheureusement a été confirmé par le président de la République. Ça, je le regrette aussi. Je regrette beaucoup que par décret, le chef de l'État ait confirmé le gouverneur du Nord Kivu, c'est comment Serofouli. Il est confirmé, cet homme qui est chef de milice. Il est confirmé par son décret, hein, ça c'est. Et qu'il est cédé. Bon, il a été en tous les cas présenté par qu'il est cédé, sa composante, puisque la province du Nord Kivu, les quotas ont né au RCD, c'est tout à fait normal qu'il est président. Et c'est ça que je regrette, oui, que le président de la République ait cédé au caprice, une fois de plus au caprice du RCD, qui aujourd'hui va asseoir les massacres des Congolais. Parce qu'avant, il occupait Kivu. Maintenant, on lui donne par décret. Non seulement le Sud Kivu, le Nord Kivu, mais aussi la province orientale. Vous êtes un petit peu trop extrémiste. Non, c'est pas. Attention, mais qu'on le dise. Moi, je le regrette. Le président de la République sait que je ne suis pas extrémiste. Il m'a déjà dit. Je sais que vous n'êtes pas extrémiste. Il sait que je suis un Congolais assoiffé de justice, mu par l'idéal. Il le sait bien. Il sait que je ne suis pas un Congolais qu'on peut acheter, ni par lui, ni par qui que ce soit. Le président de la République le sait. Et quand on est un homme comme ça, on n'est pas toujours aimé. Même si les gens vous rient, vous prennent des sourires, mais dans le fond, ils ne vous aiment pas. Parce qu'ils aiment bien les Congolais qui sont changeants. Moi, je ne suis pas de ce Congolais-là. Et donc, je constate que, comment vous avez dit, c'est le Fouli. Il est installé, il a des milices là-bas. Ce n'est pas lui qu'on devait confirmer. Et puis pour moi, et pour beaucoup d'autres Congolais, on aurait dû nommer, et on devrait maintenant y penser, nommer des gouverneurs militaires dans les provinces du Sud Kivu, de Nord Kivu, provinces orientales, parce qu'ils posent problème. Parce que vous rendez-vous compte, vous avez dit dans votre introduction que les processus sont mis à mal. Par qui? Pas même par les gens qui sont à Ituri. Et même à Ituri, il y a toujours le Rwanda qui est présent, qui vient instrumentaliser les EMA. C'est toujours le Rwanda. Le conflit, les vecteurs du conflit au Congo, l'ennemi du Congo, c'est le Rwanda et précisément Kagame. Précisément Kagame, parce que d'autres Rwandais prendraient le pouvoir au Rwanda et n'agiraient pas comme ça. Vous comprenez? Et donc, le RCD création de Kagame est très dangereux. Et donner au RCD la province orientale, la province orientale où le Rwanda et l'Ouganda se sont, le province orientale où le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés à 2 ou 3 fois. Et on massacre. Je pense que aurait dû refuser ça. À mon avis, il aurait dû refuser ça. Mais il n'est pas tout seul à décider. Il y a l'ensemble, le gouvernement, la consensualité, les principes de consensualité, il n'est pas n'importe qui. Non-conflictualité. Il n'est pas n'importe qui. Il est président. Ça l'enferme, hein, et malgré tout, malgré toute la bonne volonté, tout son patriotisme et le nationalisme qu'on lui connaît. Mais si vous voulez qu'on revienne... Avant que vous n'alliez ailleurs, je voudrais quand même arrêter pour dire, oui, vous connaissez la symbolique qu'il y a dans cette fonction de chef de l'État et toute la puissance que Dieu met dans ça. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu. Tous ces chefs d'État, ces rois, le sont par procuration de Dieu. C'est Dieu qui s'élève au-dessus de toutes les nations. Un jour, Jésus reviendra justement régner sur la terre, parce que c'est lui le souverain des rois de la terre. Et quand on est chef de l'État, on n'est pas n'importe qui. Il y a beaucoup de symboliques, il y a beaucoup de forces, il y a beaucoup même de, je peux dire, de forces métaphysiques qu'il a dedans. Et c'est pour cela que nous disons que le président devrait peser de tout son poids. Parce que le président de la République dit, à jamais, au grand jamais, je dirai le Seigneur. Et je prends le principe que pour l'intérêt de mon peuple, ceux qui ont gouverné les provinces ne les occupent, ne les dirigent pas. Ils vont les diriger d'autres provinces. Vous voyez? Ou bien, je suis président de la République, ou bien je ne le suis pas. Vous va lui demander d'être trop radical au point de tout il y a des moments où il faut... hein? Il y a des moments où il faut passer par là. Pas pour faire capoter la paix, mais peut-être pour risquer de perdre son pouvoir à cause de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour cela que nous prévenons toujours les gens comme nous. Et bon, revenons à nos moutons. Hein. Nous y sommes, on ne s'éloigne pas. Pasteur, quand cette affaire récente, actuelle, qui fait couler les sangs des Congolais encore là-bas, à Bukavu et les environs, alors,
le président, le vice-président Azarias Pouberois, qui conduit la délégation gouvernementale en son sein, également des sénateurs, des députés. On parle de plus ou moins 100 personnes. Alors, ils arrivent à Bukavu et sur la radio Monique, alors que le gouvernement, sa commission, quand elle s'est réunie à Kinshasa, on avait les communiqués sortis par les porte-parole du gouvernement, M. Vital Kamerhe, elle parlait d'une affaire strictement militaire. Mais le vice-président qui est interrogé par la radio Monique à Goma parle des aspects dans ces problèmes. D'abord, l'aspect des communautés qui mise à mal la coexistence entre les communautés sur place à Bukavu, dont la communauté Banyamulenge, et puis également la dissidence au sein de l'armée régulière. Votre analyse? Mais, monsieur Kalongo, c'est une désinformation que je m'excuse beaucoup. Donc, d'après lui, il faudra régler ces deux problèmes-là. Les problèmes de la coexistence, la coexistence entre communautés. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y aurait autour des événements actuels des exactions. Et puis, mais c'est un mensonge qu'on ne doit pas laisser passer, à mon avis, parce qu'il n'y a que ça. Moutebouzi a pris les armes. On ne l'a pas laissé dire. Mais comment? Il l'a dit dans il l'a dit. Sur la radio Monique, il l'a dit, mais on doit le contredire immédiatement. Il ne s'agit pas d'une affaire des communautés, des coexistence des communautés. Il s'agit d'une indiscipline au sein de l'armée. À considérer que Moutebouzi est congolais, dans l'armée congolaise, c'est une question de discipline, des violations, n'est-ce pas, de consignes militaires, des violations du code pénal congolais, qui appelle des sanctions exemplaires. On ne doit pas venir embrouiller les gens avec une question de cohésion des communautés. C'est faux ça. Et voilà un mensonge qui va circuler dans le monde international et déterminer des solutions odieuses. Comment vous dites que c'est faux alors que des informations en provenance de Bukavu et des environs font état d'un départ massif des gens de la communauté Banyamulenge vers le Rwanda? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a chassés? Il y a quelqu'un qui a dit à Moutebouzi de vouloir traverser et d'aller au Rwanda? Non, des civils cette fois-là. Non, attendez, mais c'est Moutebouzi qui a commencé, oui, avec ses militaires, qui a voulu aller au Rwanda. Alors, que les autres fassent la même chose. Ils vont chez eux au Rwanda. Qui les envoie au Rwanda? Je vais vous rappeler que lorsqu'il y a eu l'ébullition à Goma du Nirago, les Rwandais les Congolais ont été contraints de fuir de là, n'est-ce pas? Ils sont allés au Rwanda. Avant même que les Niragongo ne s'éteignent, ils sont retournés au Congo, nonobstant le risque de mourir par la terre qui brûlait encore, n'est-ce pas? Par les coulées de là. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas leur pays. Je vous dis, malgré qu'ils risquaient de mourir, d'être tués, d'être brûlés vifs, ils ont préféré rentrer. Ça a été filmé, les images existent. Mais pourquoi ces gens-là, s'ils étaient congolais, sont-ils en train d'aller au Rwanda alors qu'ils ne sont menacés par personne? Donc voilà un comportement qui montre. Ils ne sont pas menacés, ils sont menacés par qui? On parle des pillages à Bukavu. Les Congolais, les autres Congolais, vous avez dit de rester dans leur maison. Ils sont restés dans leur maison. Pourquoi les autres partent? C'est pour accréditer la thèse de la menace d'extermination de Tutsis. On est en train d'amener petit à petit la communauté internationale à créer ce qu'on appelle, ce que j'appelle toujours un nouveau Kosovo, une zone tampon. C'est-à-dire arriver à dire que les Tutsis sont très en danger, il faut que la communauté internationale fasse de Minembwe, parce qu'ils veulent créer un territoire de Minembwe, une zone internationale où on va protéger les Tutsis. Et finalement, on va créer, au nom de l'autodétermination, une province ou un État pour eux. Voilà les plans qui sont en marche. J'appelle les autorités du pays, les présidents publics, le Parlement, le président du Parlement qui est congolais, les ministres qui sont congolais, les députés, les sénateurs, à prendre conscience de ce qui se passe et à dénoncer ça et à faire comprendre à la communauté nationale qu'en réalité, il n'y a pas un problème de coexistence de communauté. Il y a une communauté rwandaise qui est ici, que nous avons acceptée, avec qui nous voulons habiter, à condition que ces gens s'intègrent et demandent la naturalisation, respectent nos lois. Mais ces gens ne veulent pas.
Dites-moi, Quand vous pourquoi parlez comme ça, Moutebouzi un matin se lève oui. et veut traverser la frontière avec un homme et un Non, sans craindre que les armées de l'autre côté puissent l'agresser. Parce que les autres armées, de l'autre côté, au lieu de l'agresser, sont par contre venues à son secours, à sa rescousse ici au Congo. Donc vous comprenez que, Michel Raymond, on n'a pas besoin d'être clair, d'être un grand prophète ou un grand scientifique pour comprendre ce qui se passe. Et quand vous parlez comme ça, ça veut dire que vous incitez les gens à la haine ethnique. Quelle haine? Quelle haine? Moi, dans ma bouche, Quand les Congolais parlent comme ça, comme vous n'êtes pas les seuls à parler comme ça. il y en a d'autres qui parlent comme ça. Oui, cela veut dire inciter à la haine ethnique. Qu'est-ce que c'est que l'incitation-là? Il y a une définition internationale de l'incitation à la haine, Michel. C'est la xénophobie, ça? Moi, j'ai fait une analyse. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Lorsqu'on n'a pas d'argument, on cherche une insulte, on cherche des accusations gratuites. Lorsque, en France, on dit des sans-papiers, c'est une incitation à la haine. Lorsqu'on dit régularisation, c'est une incitation à la haine. Dans tous les pays du monde, il y a des lois sur la nationalité qu'on réussit, dont on exige le respect. Ici, chez nous, notre histoire montre que depuis longtemps, nous avons des ressortissants du Rwanda ici, que les Belges nous ont laissés. Lisez la résolution numéro 11 de la table ronde de Bruxelles, vous parlez des ressortissants du Rwanda. Lisez Eyez, par exemple, qui fait les commentaires de la charte coloniale. Il vous dit que si les Congolais sont des Belges, non des droits métropolitains, mais des Belges droits indigènes, parce que nous étions des Belges, du fait que nous n'avions plus la nationalité congolaise, était supprimée dès l'annexion du Congo à la Belgique. Mais les autres ont leur nationalité distincte, ils sont rwandais. Jusqu'à 1960, quand est-ce qu'ils sont devenus congolais? Quand en 1972 on leur donne la nationalité, vous savez que cette loi n'a pas de fondement. Il a été abrogé et remplacé par la loi de 1981. Le fait de participer à la table ronde ou au dialogue ne devient conféré par la qualité des Congolais. C'est parce que nous avons des Congolais qui n'assument pas, qui n'ont pas su faire la communication au point de vue international, qui n'ont pas su faire passer le message. Et ici, je déplore, avec beaucoup d'amertume, le communiqué du ministre de l'Information de la Presse et du gouvernement, qui, en violation de la Constitution, interdit les débats télévisés autour de la question et promet même d'arrêter tout ce qu'il faut, comme nous le faisons maintenant, faire des débats. Attendez, il n'est que porte-parole, hein? Donc ça n'engage pas la personne de Vital Kamerhe en tant qu'individu. Moi, j'ai pas. Est-ce que j'ai cité son nom ici? Moi, je parle du porte-parole du gouvernement qui agit en violation de la Constitution de la transition. Lorsqu'il se réfère une lui-même. mesure prise au sein de la Commission défense et sécurité politique présidée par le vice-président Azarias. Moi, je regrette beaucoup. Il y a un relan. Je vous en prie. Au boutiste ici, on va aller arrêter les gens en vertu des textes sur la sécurité. Nous l'homme, crimen nous la poigne, c'est un principe que le ministre doit connaître. La légalité des infractions et des peines en République du Congo. Nul ne peut être poursuivi pour des faits qui n'étaient pas portés en infraction. Le fait que je commande ici n'est pas une infraction. Et les dispositions de la Constitution de la transition, notamment les articles 15 par exemple, sont contre ces communiqués. Hein? On vous dit à l'article 15, alinéa 3, nul ne peut être privé de la liberté ou de la vie si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qui les prescrit. Article 19, nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu en vertu de la loi, etc. Et vous lisez l'article 16, la République démocratique du Congo garantit l'exercice des droits et libertés. Information, d'association. L'article 27, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit, l'image, sous réserve du respect de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Et je voudrais que le ministre retienne ceci, que l'article 28 dispose que la liberté de la presse est garantie. La loi en fixe les modalités d'exercice. Toutefois, elle ne peut soumettre l'exercice de la liberté de la presse à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l'ordre public. Qui peut soumettre des restrictions, qui peut soumettre l'exercice de la liberté de la presse à des restrictions? La loi. Est-ce que faire c'est la loi. Attendez, c'est la loi. Autour de la question qui intéresse comme ça tous les Congolais, les sangs des Congolais, tout ça, les processus de paix menacés, c'est troubler l'ordre public? Je ne vois pas en quoi troubler l'ordre public. Vos pères, vos mères sont en train de mourir. Et puis, quand il dit qu'il faut laisser aux décideurs de décider, d'abord, les décideurs, c'est qui?
Il n'y a personne qui a été élu ici au pays. Et quand bien même il y aurait des gens élus, nous acceptons Enfin, qu'ils ils sont sont là. un gouvernement. Oui, ils sont un gouvernement, mais ils ne sont pas des décideurs sans nous. Il doit comprendre, lui, qu'un décideur n'est pas le propriétaire du Congo. Il décide à la lumière de l'opinion. Et il faut qu'il écoute l'opinion. Il faut qu'il nous écoute quand nous parlons comme ça. Il suit. Il écoute. Il va recevoir quelque chose qui peut l'aider à décider. L'émission se termine. Nous n'allons pas accepter que le moucoutisme revienne sous des formes sournoises. Alors, les Congolais ont compris ce que vous voulez dire. Je vous informe que, à la suite de nos différentes interventions sur les médias, nous allons vous faire parvenir la déclaration de ces justes sur les événements du Kivu. Et dans cette déclaration, nous condamnons notamment ce communiqué de presse qui viole la constitution de la transition. Et naturellement, nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités, et en particulier le chef de l'État. Alors, lorsque on va conclure l'émission, la Monique, si elle constate que le gouvernement de Kinshasa ne prend pas ses responsabilités, elle va pouvoir effectivement agir sous le chapitre 7. Elle n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement prenne ses responsabilités pour agir. De fait, elle a l'obligation d'assumer ses missions, c'est-à-dire d'arrêter les insurgés et de les livrer à la justice nationale et internationale pour les crimes qu'ils commettent. Elle n'a pas besoin de gouvernement. D'ailleurs, la Monique pose beaucoup d'actes comme en territoire conquis. Nous sommes sous tutelle de l'Élysée depuis longtemps. Je l'ai dit dans mon ouvrage que vous connaissez. La Côte de la peine d'essayer notre lecture. Il y a beaucoup de choses qui se font ici quand le SIAT intervient dans des questions de nomination de gouverneurs de province. C'est pas son tutelle. Et donc, nous ne se moque pas de nous. La Monique a les moyens de mettre fin à cette histoire, à ces tueries à Bukavu, en faisant arrêter ceux qui sont en train de s'en prendre. S'ils étaient des Congolais, ils devraient être traités comme des mutins et donc mis au état de nuit. Mais ils ne sont même pas des Congolais. Bien plus, il faut condamner la présence rwandaise et poursuivre ces sujets et aider l'armée régulière à les poursuivre chez eux et à provoquer s'il l'échelle la guerre au Rwanda. Comme ça, on va nous protéger. Et alors, nos populations vont être protégées. Alors, voilà, la nouvelle donne est terminée ce soir. Une excellente suite des programmes. Merci et à bientôt. Bonsoir.